Voilà. Alors juste, Laura, si tu ne parles pas, est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît, parce qu'il y a un bruit de fond. Ouais, voilà, super, merci. Donc bonjour à tous, bienvenue donc pour ce webinaire. Aujourd'hui, on se retrouve avec cinq de nos réceptifs qui se situent directement au Maroc. Ils prennent 1 heure de leur temps pour répondre à toutes vos questions. Donc on a Afifa de Z-Tour, Laura de Terra Morocco, Christelle de Tamazir Tévasion, Lassène de Easy Go Tour et Luc de Hors Circuit. Donc j'espère que vous voyez tous mon écran. N'hésitez pas à me dire s'il y a un souci. Oui, c'est bon. Super. Et ben, je vais laisser la parole de suite à nos réceptifs. Et voilà, je vous souhaite à tous un bon webinaire et j'espère que vous aurez les réponses à toutes vos questions J'ai en j'ai ce temps juste un une, peu juste incertain. une question. Si jamais on a des questions à poser, on les pose directement dans le chat ou on peut faire un. Je sais Bon, pas c'est comment plus, ça se passe. on est un petit Euh, comité, mais je pense que je vais laisser, je vais vous laisser Laura peut-être répondre à cette question, comment vous préférez. On n'est pas non plus nombreux, donc ça devrait être faisable. Ok. ouais, d'accord. Je vous explique un peu comment ça va se passer. Donc moi, je suis Laura. Je suis désolée pour le bruit de fond. J'essaie de trouver une place au calme. Je pense que pour nous cinq ici présents, les cinq réceptifs, on n'est tous pas forcément dans des endroits parfaits pour faire ce webinaire qu'on a fait un petit peu en urgence. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va vous faire une courte présentation pour vous expliquer la situation actuelle au Maroc, notre ressenti, des informations par rapport aux itinéraires, au tourisme, etc. Et ensuite, on va vous laisser complètement la parole. L'idée, c'est que vous ayez plus le temps de poser des questions pour avoir des informations en main et pouvoir gérer aussi la situation de votre côté. Donc on va essayer de tenir sur une présentation de 20 minutes qu'on s'est divisé avec Christelle. Et ensuite, la scène, Afifa et Luc répondront à toutes vos questions après cette présentation. Donc, si ça vous va, c'est parti. Et encore une fois, désolé pour le bruit de fond, on essaye un peu de corriger ça. Donc, nous, on s'est réunis tous les cinq aujourd'hui pour vous faire ce webinaire. Notre objectif, c'est vraiment de vous donner le point de vue des réceptifs sur place sur la situation au Maroc. C'est également pour vous donner des clés pour savoir comment répondre à vos questions et aux questions de vos clients par rapport à cette situation-là. Surtout qu'au Maroc, on rentre quand même dans une haute saison. Et surtout, écouter vos questions et pouvoir y répondre à la fin de la présentation. Alors, on va démarrer sur un peu une présentation, un état des lieux de la situation sur place du pays. Pour que vous sachiez, on vit tous les cinq au Maroc, donc on a tous, on était tous présents quand ça s'est passé, évidemment dans des zones différentes, donc avec des ressentis différents du tremblement de terre. Alors, ce séisme qui a eu lieu vendredi soir, on ne va pas repasser sur tous les détails qui sont abordés dans les différents médias depuis vendredi soir, mais c'est clairement une énorme catastrophe humaine pour le pays. On atteint là, on a autour des 3000 morts et plus de 5000 personnes décédées, donc c'est le plus grand séisme c'est un des plus grands séismes pour le Maroc. Donc c'est une vraie catastrophe humaine, mais aussi matérielle, puisque le séisme a eu lieu là où il y a le point rouge sur la carte, donc vraiment en plein montagne de l'Atlas, où il y a beaucoup de petits villages dans ces montagnes-là. Donc, comme vous le voyez sur la carte, le point rouge, c'est vraiment là où il y a eu l'épicentre. L'autre cercle rouge, c'est la deuxième zone affectée. Et le cercle jaune, c'est la zone qui a été affectée, mais moins que le reste. Le reste du pays a ressenti le tremblement de terre, mais n'a pas été affecté comme dans ces zones-là. Ce tremblement de terre était très localisé, donc il se situait dans les montagnes, dans le Haut-Atlas. L'épicentre, donc le point rouge, c'est là où il y a eu les plus gros dégâts et c'est là aujourd'hui où tous les efforts sont concentrés pour encore sauver des vies, donner à manger et donner un toit le plus vite à ces personnes-là. Le deuxième, le cercle rouge, qui inclut Marrakech,
La province de Taroudan, pas la ville de Taroudan, mais la province de Taroudan, c'est la zone qui a été la deuxième zone touchée. Donc là où il y a eu des dégâts matériels, quelques dégâts humains qui étaient beaucoup moins importants que dans l'épicentre. Mais la situation était quand même un peu plus facile à gérer, puisque plus accessible que dans l'épicentre. Et la troisième zone, du coup, en jaune, c'est une autre zone qui a été affectée, où le séisme s'est bien fait ressentir. Il y a eu de la peur quand il y a eu le séisme, et c'est aussi une zone où il y a eu quelques dégâts matériels, quelques vies humaines perdues également, mais rien à voir avec l'épicentre. Et enfin, le reste du pays, comme je vous disais, jusqu'à Rabat, on ressentait le séisme, mais absolument aucun, très 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 peu de dégâts. En tout cas, s'il y a eu dégâts, c'est vraiment parce que les constructions étaient encore moins, qui tenaient beaucoup moins. Chacun de nous 5 pourra vous dire comment il a ressenti ce tremblement de terre. En ce qui me concerne, j'étais à Rabat et ça s'est quasiment pas ressenti. Ce qui est important aussi de noter, c'est que la plupart du pays, dont la zone nord vers Tanger, le désert, si on prend le repère du point de Merzouga, eux l'ont très 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 peu ressenti et il n'y a absolument aucun dégât, ni humain ni matériel. Pour vous décrire cette zone où il y a eu l'épicentre, c'est une zone montagneuse. Donc on est dans le Haut-Atlas et on est dans une zone avec de petits villages, beaucoup de petits villages et des villages qu'on peut atteindre soit par la route, des petites routes de montagne, soit par simplement des sentiers, voire même des villages où en fait on ne peut accéder qu'en marchant ou avec des mules. Donc c'est un point aussi qui est important pour bien comprendre la situation, parce que ces villages-là, assez naturellement du fait qu'ils soient dans la montagne, sont quand même assez isolés, on va dire même sans séisme. C'est pas des villages où c'est facilement accessible, en tout cas pas avec tout type de transport. C'est des villages où les maisons sont construites principalement en terre, ou sont construites en pierre les unes sur les autres, mais on n'est pas du tout sur des constructions qui sont solides pour pouvoir résister à un tremblement de terre comme ce qu'on vient de vivre au Maroc. Voilà. Ce qui est important aussi de noter, c'est que les dégâts humains et matériels qu'on voit sur le Maroc sont dus du coup à ces constructions qui sont quand même peu solides, mais qui ne sont pas dus à des sols qui ne sont pas... Attends, si tu peux revenir en arrière sur la carte qui ne sont pas des sols qui ne sont pas... Enfin, les sols sont solides en fait au Maroc. C'est vraiment les constructions en fait qui n'étaient pas solides et c'est pour ça qu'on a autant de dégâts aujourd'hui. Ensuite, pour parler des actions qu'il y a eu depuis le séisme, donc le séisme a eu lieu le vendredi soir. Samedi, ça a été vraiment la journée avec peu de contact avec tous ces villages-là, parce qu'il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de communication, donc très très peu de contact. Donc essayer de comprendre, que ce soit pour les autorités, les associations ou simplement les particuliers, leurs familles, de comprendre en fait qu'est-ce qui s'était passé. Et samedi, on a commencé à avoir des interventions donc, de secourisme pour essayer de sauver un maximum de personnes qui étaient dans les décombres. Donc évidemment, les villes et villages qui ont été accessibles en premier étaient ceux qui avaient des routes, ou en tout cas des routes qui n'étaient pas encombrées par la montagne qui est tombée. Donc on a eu des premières interventions de secouristes et de médecins à partir de samedi, donc samedi, dimanche et encore aujourd'hui. Les premières aides dans ces villages-là se sont faites avec des aides locales. Donc ça s'est passé à partir plutôt de dimanche, où on a commencé à voir arriver des locaux, des personnes qui se sont organisées entre eux pour faire venir de la nourriture, de l'eau, des vivres et l'État s'occupait quand même un peu plus de la partie médecins, médicaments.
Et ensuite, à partir de dimanche, c'est là où il y a eu vraiment la grande intervention, que ça soit nationale, locale, nationale, mais également internationale. On a vu des équipes internationales qui ont commencé à arriver au Maroc. En parallèle de tout ça, il y a eu une énorme solidarité qui s'est mise en place au Maroc par des personnes qui sont de ces villages-là, qui certainement vivaient dans d'autres villes, mais qui n'étaient pas dans la montagne à ce moment-là, et qui ont pu rapidement, en fait, en mobilisant des gens autour d'eux, apporter des aides immédiates dans ces villages-là. Donc la solidarité a été très très forte à partir de samedi en fin de journée au Maroc, que ce soit avec des denrées alimentaires, mais également avec le grand besoin de dons de sang qui a été demandé au niveau national. Et là, ça a été une vraie marée humaine qui allait dans les hôpitaux pour pouvoir donner son sang. Donc cette solidarité, c'est aussi une solidarité qui montre bien en fait comment est le peuple marocain et comment est gérée une situation telle que celle-ci au Maroc. Et ça se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup avec son peuple qui peut intervenir assez rapidement, en fait, juste pour couvrir cette urgence-là, on va dire. Aujourd'hui, on gère encore des opérations de sauvetage parce que des personnes sont encore blessées mais ne sont pas encore acheminées dans les hôpitaux. Il y a des équipes de secours qui sont arrivées absolument partout maintenant, bien sûr avec des moyens plus ou moins forts en fonction de à quel point le village est reculé. Et la nourriture et l'eau est quand même aussi arrivée partout aujourd'hui dans tous ces villages-là. Donc ça, c'est assez important. Là, on est vraiment dans une étape où on continue à soigner les gens, soit directement dans les villages, soit dans les hôpitaux, de continuer à sortir des corps sans vie et surtout de répondre à l'urgence de redonner un toit, ne serait-ce une tente, un matelas et des couvertures à ces personnes-là pour dormir, puisque en montagne, il fait généralement assez froid le soir et il commence déjà à faire assez froid. Donc voilà la situation aujourd'hui et je vais laisser la parole à Christelle qui va reprendre la suite. Oui, bonjour à tous. Alors, merci Laura pour cette explication qui a été très précise donc sur ce qui s'est passé et comment au niveau national tout s'est mis en place depuis samedi dernier. Donc maintenant, on a évidemment depuis dimanche et lundi, on a énormément de questions de nos voyageurs ou d'agences qui nous demandent quelle est la situation du terrain. Donc, à ce jour, il faut savoir que déjà, on a tous ce que l'on va vous dire et on peut en témoigner parce qu'on est un peu tous répartis au Maroc. Donc, Afifa et Larsen sont sur Marrakech. Laura, tu étais à Rabat à ce moment-là, mais tu es également localisée à Marrakech. Luc, il est sur Taroudan. Quant à moi, on est sur Agadir et Tanger. Donc, on est un peu répartis. On a tous appelé nos partenaires, nos prestataires pour avoir la réelle situation du terrain. Et aujourd'hui, on peut vous dire que, par exemple, à Marrakech, où on sait que les médias ont fait un vrai focus sur Marrakech, en vous montrant, effectivement, il y a eu un minaret qui a été détruit sur la plage Amaefna, mais ce n'est pas la Koutoubia. Il y a eu quelques maisons fragiles qui ont été détruites dans une ou deux rues, mais ce n'est pas du tout le cas de la Médina dans sa globalité. Donc nous, aujourd'hui, je peux vous assurer que la situation à Marrakech, elle est normale. La vie a repris dès le dimanche et là, dès lundi, tout était réouvert. La plage d'Amaelfna retrouvait son effervescence tous les soirs. Les gens sortaient, voilà, tout était redevenu normal. Alors jusqu'à hier, seulement le Palais Baya, les tombeaux saadiens et le musée d'Arsi Saïd étaient encore fermés, mais sinon tout a réouvert normalement. Donc ça, c'est pour Marrakech. Taroudan, c'est pareil. Taroudan, pour avoir appelé nos prestataires, Luc étant également sur place pour en témoigner, il n'y a aucune raison. Taroudan n'a pas été dévasté non plus, quoi. Donc ces deux villes-là vont bien, la vie a repris. Et ce qu'on entend souvent, Christelle, c'est la province. Ce qu'on entend souvent, c'est la province de Taroudan.
parce qu'il y a la ville de Taroudan qui n'a pas été autant touchée, et Luc pourra en témoigner aussi. Mais Taroudan, on entend beaucoup ce nom-là parce que c'est le nom d'une province, et une partie de cette province, oui, est la deuxième province la plus touchée après le séisme. Oui, voilà. C'est comme Marrakech, c'est pas Marrakech, c'est la province de Marrakech. C'est l'épicentre était au sud de Marrakech, dans les montagnes, quoi. Donc, il faut bien être conscient de ça. Et juste, j'ai une question. Enfin, je vois que dans la discussion, il y a une personne qui a posé la question. Et Ouarzazate? Alors, justement, j'allais en venir. Donc, en Parfait. fait, là, on a fait un focus sur Marrakech, Taroudan, parce que c'est là où les médias ont concentré leurs images. Maintenant, pour ce qui est du reste du pays, Ouarzazate, tout va bien. Eid Ben Haddou, pareil. Agadir, pareil. Moi, je suis actuellement dans le nord du Maroc. Tout va bien. Alors, dans le nord du Maroc, rien n'a été détruit. On n'a même pas. Moi, j'étais à Tanger le jour du séisme. On n'a pas ressenti une seule secousse. Fès, Meknès, Chefchaouen, pareil. On n'a rien ressenti. D'accord. Moi, j'ai appris par mes proches qu'il y avait eu un séisme. Déjà, au départ, on pensait que c'était que Agadir, parce qu'Agadir, on connaît l'historique d'Agadir au niveau des tremblements de terre. Donc, mais après, j'ai appris que c'était pas Agadir, que c'était beaucoup plus centré sur la région de Marrakech. Donc voilà, le reste du pays est tout à fait normal. Ouarzazate, Eid Ben Haddou, Skoura, Merzouga, Chegaga, la vallée du Drap, l'Anti-Atlas, enfin, rien n'a été fait globalement, le désert. Quelques maisons isolées. Ah. Quelqu'un veut intervenir? Je ne sais pas. J'entends du bruit. Non. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus, faut que vous soyez conscient de ça. Il y a aucun souci sur les circuits touristiques globaux. Il y a vraiment pas de problème. D'accord. Larsen, je crois que tu es encore à Ouarzazate à l'heure qu'il est. Tu peux nous confirmer qu'il n'y a pas de problème ni à Ouarzazate, ni à Ibn Hatnou, ni dans la vallée du Dadès, Taudra. Voilà, on a tous appelé nos prestataires un peu partout et on a tous eu la même information. Alors, ça, c'est pour la situation globale du pays. Après, notre point de vue sur la situation dans le pays et la reprise du tourisme. Alors, moi, j'attire votre attention parce qu'on a entendu beaucoup de choses et à juste titre. Moi, j'ai pas mal de clients qui m'ont dit oui, mais on n'a pas envie de venir, de profiter de nos vacances par rapport à ce que les Marocains ont vécu. Alors, il faut bien être conscient qu'il ne faut pas transposer notre mode de pensée, notre culture européenne au mode de pensée à la culture marocaine. Les Marocains ne réagissent pas pareil. Pour eux, ne pas venir ou annuler son voyage alors qu'il n'y a aucune raison de le faire parce que tout est normal, ce serait rajouter à leur drame en fait. Donc, il ne faut vraiment pas qu'on ait ce mode de pensée-là. Eux, au contraire, même ceux qui ne sont pas dans le tourisme, ils le disent, venez, on a besoin de vous. Le Maroc a une vraie culture du tourisme. Donc, ce serait vraiment rajouter à leur peine que de ne pas venir. Comme l'a dit à juste titre Laura, ils ont une solidarité énorme, une résilience et une capacité à se relever qui force le respect. Donc, vraiment, et je dirais même qu'aujourd'hui, le séisme n'est même plus un sujet à ce jour. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans les esprits, loin de là. Tout le monde y pense encore. Les aides continuent, on s'active encore tous, Marocains, associations, personnes privées, etc. Tout le monde s'active. Mais la vie a repris en ce sens. Donc, faut vraiment pouvoir passer ce message-là à vos clients, mais on en parlera après sur le slide, quoi. Donc, c'était vraiment ce point-là que je souhaitais mettre en avant de ne pas transposer en fait notre mode de pensée parce que effectivement c'est logique et puis d'autres personnes nous disent mais on veut pas venir et voir des victimes et voir des villages détruits, etc. Non, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Encore une fois, comme l'a dit Laura, les villages détruits, ce sont les villages de montagne qui sont collés les uns aux autres aussi souvent en terre ou même en pierre, mais les pierres collées, mises les unes sur les autres, donc des constructions fragiles. Donc, ce sont ces villages-là dans les montagnes qui ont été le plus touchés. Christelle, je peux peut-être compléter ce que tu as dit sur les itinéraires qui sont touchés. Oui, vas-y, Vous m'entendez? Oui. Oui, oui.
Écoute, effectivement, tout ce que tu as dit, c'est exactement ça d'après mes propres informations. Moi, j'aurais bien envie d'être plus précis juste sur deux itinéraires. Il y a l'itinéraire qui est le plus touché, qui relie Marrakech à Taroudant, qui permet donc de gagner le sud du pays. C'est un itinéraire qui n'est pas si fréquenté que ça. Je vois quelqu'un qui parle du Toubkal. C'est bien l'itinéraire qui mène au Toubkal. Donc, et là, le col du Tiziane Test, qui est le fameux col qui permet de basculer d'un pan à l'autre du Haut Atlas, est fermé, touché, et la fameuse mosquée, une des Oui, deux seules mosquée de Tinmel, visitables, oui. ouais, de Tinmel, est complètement détruite. C'est hallucinant. Donc, ça, c'est un parcours qu'il faut éviter. Mm. Et c'est un parcours qui est assez touristique entre Marrakech et ce fameux col. Et puis, il y a l'autre parcours qui est beaucoup plus fréquenté pour passer de Marrakech à Ouarzazate et vers les différents déserts, où là, bon, j'ai des informations après le col du Tiziane Tishka au niveau de Telouet, qui est quand même une étape souvent utilisée avant d'arriver à Ibn Benadou, Ouarzazate, où bon, là, le palais du Glaoui qui se visite souvent, et aussi quelques hébergements ont été quand même salement touchés. Mais je ne, voilà, mais ça n'empêche pas non plus par contre, sur cet itinéraire, de circuler et de Ah. passer de Marrakech à Ouarzazate. Donc ça, c'est vraiment les deux seuls itinéraires. L'un est vraiment inutilisable et l'autre est exploitable. Mais bon, il y a un peu de dégâts dans la haute montagne et tout n'est pas visitable malheureusement. Mais surtout le reste, je rejoins Christelle. Tout est facilement rejoignable, utilisable, donc pas de souci, quoi. Oui, tout à fait. Juste pour compléter aussi, Christelle, par rapport à la question du Toubkal, j'en profite. Il faut savoir, donc, pour la route pour arriver au Toubkal a été affectée puisque des villages se sont en fait effondrés sur la route. Donc la route est en train d'être dégagée, voire est bientôt dégagée. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est qu'en fait, après ces villages-là, il y a un village qui est assez connu, celui de Imlil, qui est le départ justement pour le Toubkal, qui est un village miraculeusement qui n'a pas été touché Ouais. par le séisme. C'est-à-dire que bien sûr, ils l'ont ressenti. Certaines maisons ont des fissures, mais le village, il y a 1 jour et demi, il comptait une seule personne qui était décédée, ce qui est quand même très miraculeux par rapport à des villages qui étaient un tout petit peu plus bas, où là, les dégâts ont été très forts. Donc, c'est-à-dire que pour le Toubkal, peut-être qu'on ne s'imagine pas faire une ascension demain, mais une fois que cette route-là est déblayée, l'accès au village et l'accès au refuge, aux hôtels à Émile sera tout à fait possible, et ensuite de faire l'ascension. Voilà, je voulais juste préciser ça aussi. Tout à fait, Laura, oui. Oui, alors, ouais, si je peux dire un mot, une des idées justement serait peut-être pour les agences de voyage d'utiliser ce type de carte et d'y greffer l'itinéraire qui est prévu pour vos clients, pour bien montrer que voilà, il y a pas empiètement sur cette zone sinistrée. Ouais. Et bien insister sur le fait qu'effectivement, la zone touchée est dans sa majeure partie relativement peu touristique, à part cette partie Toubkal et environ à Mizmiz, etc. Donc Ouais. ça serait peut-être une bonne initiative. Exactement. Du coup, Christelle, tu peux reprendre parce que je pense que tu avais prévu de Exactement, parler oui. pour ces points-là. Si tu peux aller à au deuxième slide, Damien, merci. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire, donc là, on vous a fait l'état des lieux général. Après, ce qu'on peut vous conseiller, quel discours tenir auprès de vos clients, en fait. Eh bien, dire effectivement que la zone sinistrée, en utilisant cette carte, que la zone sinistrée n'impacte pas les voyageurs, sauf effectivement si vous aviez prévu des randonnées du côté de Harum, d'Imlil, à Mizmiz, Tratnaout. Donc, effectivement, pour le moment, ce n'est pas possible, mais hormis cette région-là, la zone sinistrée, enfin les voyages et les circuits itinérants ne sont pas impactés. D'accord? C'est vraiment très localisé dans les montagnes, comme on vient de vous l'expliquer.
Donc, ça ne concerne pas les principaux itinéraires touristiques, à l'exception de ceux que l'on vient de vous évoquer. Et encore une fois, la plupart et la grande majorité du pays n'a pas été touchée du tout. Donc, par exemple, que ce soit, par exemple, si vous aviez des circuits de prévus dans le désert, que ce soit du côté de Merzouga ou du côté de Chegaga, que ce soit dans l'Anti-Atlas au sud d'Agadir, ou que ce soit dans le nord, mais même à Aït-Bougmez, même à Aït-Bougmez pour faire des randonnées, il n'y a pas de souci. Et dans le nord, les villes impériales, Fès, Meknès, même Rabat, Tanger, Tétouan, Chefchaouen, Assila, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc ça n'impacte pas du tout ces circuits-là. Je vais peut-être compléter par un point qui est risques important, c'est qu'en fait, j'ai eu pas mal de questions aussi de clients, mais est-ce qu'on peut circuler librement? Donc, que ce soit finalement dans le cadre d'un voyage organisé ou d'un voyage personnel, on peut affirmer, je pense, vous interviendrez si ce n'est pas le cas, mais il me semble qu'en fait, il n'y a aucun barrage policier d'interdiction, etc. Et aucun. Moi, j'ai des clients qui sont en autotour voilà. aujourd'hui et tout se passe très bien. Donc, effectivement, il n'y a aucun problème pour circuler. Y compris les bâtiments, enfin les sites à visiter, ils sont momentanément fermés pour vérification, mais certains rouvrent déjà. Donc, je pense qu'il va y avoir une normalisation assez rapide. Les quelques sites fermés vont rouvrir assez vite. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci de circulation. Alors, au niveau des risques de réplique, donc à l'heure où on vous parle, il y a eu une petite réplique ce matin de 4,5. Alors, je ne sais pas à FIFA ce qu'il en était sur Marrakech, Larsen, si tu es encore à Ouarzazate. Luc, tu l'as ressenti et Agadir, ils l'ont ressenti également, faiblement, mais voilà, ils l'ont ressenti. Alors, à FIFA, tu peux peut-être intervenir sur Marrakech? Oui, je peux intervenir. Oui, oui, absolument. Donc, je vous écoutais scrupuleusement tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je suis agréablement surprise par la présence de la communauté française au Maroc et qui connaît le Maroc très bien. C'est une preuve d'amour, puisque les meilleures preuves d'amour qu'on peut donner entre deux pays, je ne fais pas de politique du tout, je suis dans le social complètement, c'est qu'on puisse communiquer avec la même langue. Donc, effectivement, les répliques, il y en a eu beaucoup depuis la première et la deuxième qui étaient très, très fortes. Personnellement, j'étais à Marrakech, donc non seulement j'ai senti le tremblement de terre, mais j'ai entendu le tremblement de terre parce que effectivement, c'était très strident comme coup. Alors, pour revenir aux questions de la circulation, j'avais un groupe le même jour, j'avais un groupe à 7 heures du matin. J'ai été contactée par le responsable à l'aéroport. Il me dit, Afifa, tout le monde est là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vient? Est-ce qu'on ne vient pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'on vient, est-ce qu'on ne vient pas? Je lui ai répondu très spontanément et très calmement. Si l'avion fonctionne, tout fonctionne. J'ai appelé l'hôtel tout de suite qui me dit aucun dégât, tout est bien, on les attend, les gens prennent leur petit déjeuner tranquillement. Le groupe est arrivé, il y a eu peut-être 8 personnes qui se sont désistées en dernière minute, mais ceux qui sont venus, ils ne l'ont pas regretté. C'était un groupe qui est venu pour le logement et le petit déjeuner, donc ils ont circulé librement. À part la région on va dire Agafay, qui est exactement, qu'on appelle exactement la région de Marrakech, qui a été le deuxième jour fermé parce qu'il y avait des risques d'éboulement. Sachant, comme ils ont dit mes confrères tout à l'heure, que les montagnes du Maroc sont très accidentées, et ça, on le connaît dans l'histoire du Maroc. Les Berbères se sont réfugiés dans ces endroits-là. L'accessibilité a toujours été avec beaucoup de prudence. Tout ce qui est mécanique, que ce soit les bulldozers ou les camions, ils ont toujours circulé avec une petite vitesse parce que les risques d'éboulement, on ne les vit pas uniquement au séisme de Marrakech, mais on les a vécus à longueur d'année, on les vit à longueur d'année. Donc, par rapport à certains monuments, ils ont été redressés par des échelles, conformément à ce qui a été fait au mausolée de la Koutoubia pendant quelques années, pour pouvoir les maintenir, sachant que c'est un patrimoine culturel, sachant que toutes les constructions qui ont été faites avant 1960, avant le tremblement de terre d'Agadir, sont restées maintenues.
effectivement, il y a une ruelle dans le quartier juif, le quartier du Mela, qui, de toutes les façons, on a toujours dit aux gens, il faut sortir parce qu'il faut la détruire, parce qu'elle est très fragilisée par les intempéries, par la sécheresse, par le froid. Et ça, c'est pas de la magie, c'est de la science. Quand il fait très chaud, qu'il fait très froid et qu'il y a de la pluie, par la force des choses, tout ce qui n'a pas une charpente est appelé à se détruire par lui-même. Nous ne déplorons que quelques morts à Marrakech, 18 morts à Marrakech. Jusqu'à heure d'aujourd'hui, beaucoup de maisons ont été fragilisées. Nous avons exactement 20 000 maisons endommagées et il y a 6 000 maisons qui ont été détruites dans la montagne. Voilà. S'il y a d'autres questions par rapport… Donc, les clients, ils ont circulé librement, ils ont fait la visite de ville. Personne ne les a arrêtés. Les endroits qui étaient accidentés, les endroits accidentés, on les a balisés pour que les gens ne rentrent pas par précaution. Et la vie a repris ce petit bonhomme de ça. D'accord. C'est une parfaite transition pour Christelle. Pour reprendre. Ouais, voilà. Au niveau on va essayer de ne pas trop s'attarder. Exactement. Donc là, pour résumer ce qui a de toute façon été dit, donc l'activité n'a pas cessé dans la zone qui a été sinistrée, donc hormis les itinéraires que l'on vous a dit et la zone de l'épicentre. Marrakech est active, les ruelles, tout a repris son cours. Juste si Afifa peut me confirmer, parce que je sais que dans les visites à Marrakech, c'est souvent proposé, les tombeaux saadiens, moi jusqu'à hier, étaient fermés, le palais Baya et Darcy Saïd. Alors effectivement, ces 3 monuments étaient fermés, le temps de pouvoir faire appel à des responsables du patrimoine et à des experts. Des expertises, oui, c'est ça. Des expertises. Jusqu'à hier, le musée de l'influence, qui est le Dar el-Bacha, il a été réouvert, mais avec des échelles. Les autres monuments, une fois qu'on va être sûr qu'il n'y a aucune gravité pour les visiteurs, on va peut-être les rouvrir. Mais je vous donnerai l'information par la suite. J'ai juste une question. Tout ce qui est Jardin Majorel, musée Yves Saint-Laurent, c'est toujours ouvert? Okay. Oui, c'est ouvert. C'est ouvert, il n'y a aucun souci. Ok, super, merci. Il faut juste que je vous signale que la plupart des commerçants dans les souks de Marrakech ont fermé par solidarité et par soutien, et que nous avons tous observé les 3 jours de deuil. Exactement. Donc, nous avons des us et des coutumes que nous gardons pour nous, parce que le Maroc est un pays ouvert, mais qui a quand même certaines nos traditions que nous respectons et qui ne font pas, pour répondre à la personne qui dit est-ce qu'on ne va pas vivre le malheur des Marocains? Non, le Marocain, en général, vit son malheur discrètement. Et au contraire, et les gens de Marrakech en particulier, ils ont le sens de tourner le tout en gaieté, on s'amuse, on discute. C'est vrai que pendant 3 jours, c'était le deuil parce qu'on n'avait pas le cœur à faire ça. Beaucoup de mariages ont été annulés et toute cette nourriture, vous savez très bien comment se passent les mariages marocains, c'est un minimum de 200 personnes. Toute cette nourriture et tout ce festin qui était réservé pour le mariage, il a été distribué dans la discrétion la plus totale à tous les sinistrés qu'on avait récupérés dans les hôpitaux, dans les quartiers, sur la place, parce que même les gens qui n'étaient pas dans le besoin et qui ont eu peur, et c'est ce qu'il faut que les médias sachent, tous ceux qui sont sur la place Djamel Fna, c'est pas des gens qui n'ont plus de logis, c'est des gens, moi ma voisine qui habite une superbe villa à Marrakech, elle est partie sur la place avec une couverture et une natte pour se réfugier parce que ce sentiment de peur. Mais le lendemain, il y en a qui ont repris leur maison et d'autres qui ont continué parce qu'ils veulent participer et ils veulent continuer à vivre avec ces gens. C'est une sorte de soutien. C'est pas qu'ils n'ont pas. Bon, maintenant, des pleureurs, il y en a, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Non, mais tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à FIFA. Ouais. Effectivement, il ne faut pas transposer notre mode de pensée et de réaction française ou européenne au Maroc parce qu'au Maroc, ils ne réagissent pas du tout comme ça et il ne faut vraiment pas avoir… Voilà, tout à fait, on est d'accord. Absolument. Alors après, donc ça, c'est quel discours vous pouvez avoir auprès de votre client. Après, comme le disait Luc tout à l'heure, vous pouvez utiliser la carte qu'on vous a mis en… De toute façon, il y aura un replay, on pourra vous l'envoyer. Utilisez cette carte-là pour expliquer à vos clients et pour leur montrer leur itinéraire, où est-ce qu'ils se situent par rapport à cette zone sinistrée, en fait. Et c'est ça qui va les rassurer. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait depuis le début avec mes partenaires. C'est de rassurer sur les itinéraires. Au niveau des hébergements, quasi tous les hébergements
voire même tout, je pense. Peut-être à Agadir, il y en a encore un ou deux qui est fermé, mais juste pour des expertises. Sinon, tous les hébergements sont ouverts et ne comptent pas du tout fermer, effectivement. Hein. Donc, il y a eu aussi quelques hébergements de fermés juste pour des expertises, mais c'est tout. À Marrakech, il n'y a aucun riad de fermé, par exemple. Hein. Au niveau de la desserte aérienne, les aéroports ont fonctionné normalement depuis le départ. Et l'affluence est normale. Il n'y a pas eu des foules de panique qui se sont empressées pour quitter le pays, en fait. Hein. Donc, les dessertes aériennes sont vraiment, fonctionnent normalement depuis le séisme. Je voudrais intervenir sur ce truc de risque de réplique parce que je pense que c'est un souci pour les voyageurs. Ouais. Ils craignent pour eux-mêmes et donc il faut être très clair par rapport à ça. Donc moi, ce que je voudrais dire ici et recommander, c'est d'abord de leur dire attention aux fake news, déjà. Même attention à tout ce qui est dit sur le ministère des Affaires étrangères, puisqu'on sait très bien qu'il y a toujours une tendance à exagérer pour se prémunir. Et je recommanderais déjà aux agences d'utiliser l'existant, sinon en termes d'articles qui sont sur le sujet, sinon de fournir à vos clients ces articles qui sont déjà parus, mais qui émanent de sismologues, soit européens, soit du directeur de l'Institut en charge de tous ces aspects sismologiques ici au Maroc, et qui dit très clairement, bon voilà, on observe, puisqu'ils ont les appareils pour sentir les secousses nous, on ne perçoit même pas, mais qui continuent, il voit très bien, il explique ça très bien, il voit bien que l'activité sismique n'arrête pas de diminuer. Mais ça, il faut pouvoir fournir cette information externe et d'experts en la matière à vos clients. Je crois que c'est très important pour les rassurer qu'ils ne courent pas de risque de réplique, enfin de réplique majeure qui pourrait les mettre en danger. Et j'ai juste une question, je ne sais pas si vous allez en parler, mais si par exemple un client il ne veut pas partir justement lié à ce séisme, est-ce qu'il peut avoir comment dire, une solution de report ou il n'y a pas de solution par rapport à ça? Alors, au niveau s'il ne veut pas partir ça, j'aurais tendance à dire que c'est au cas par cas, mais aujourd'hui, il n'y a pas. Si on donne les bons arguments et que l'on leur explique la situation et ce qu'elle est et les risques qui sont, comme on vient de le dire, au niveau des répliques, si on se renseigne bien au niveau voilà, des risques et de la situation actuelle du pays, il n'y a pas lieu à reporter ou à annuler. Encore une fois, il faut bien leur préciser aussi que c'est encore rajouté au drame que les Marocains viennent de vivre, en fait. Hein. Oui, en général, c'est une bonne question, mais effectivement, est-ce que vous, les agences de voyage, vous savez si les assistants, enfin les assurances de voyage couvrent ce type de situation? Parce que des personnes m'ont dit que non. Qu'est-ce qu'il en est? Non, en fait, nous, ce qu'on dit aux clients, parce que comme disait Christelle, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas partir par, comment dire, par un peu, comment dire, un sentiment de gêne. En fait, eux, ils partent en vacances et les Marocains sont, on va dire, un peu à la rue. Donc, c'est vrai que ça, les clients ne veulent pas partir pour ça. Mais après, on leur dit qu'effectivement, il n'y a pas de raison d'annuler les voyages parce que la situation est, on va dire, normale sur place et que les Marocains ont besoin du tourisme justement pour vivre et pour retrouver un peu de joie et de bonheur. Mais les assurances, nous, en fait, on ne sait pas. C'est les clients qui doivent, on va dire, contacter l'assurance pour savoir s'ils prennent en charge ça. Mais ouais, en soi, ce n'est pas une raison. Alors, oui, alors moi, par exemple, ça dépend encore de quand l'annulation, parce que Ouais, personnellement, j'ai eu une annulation, mais c'est des clients qui arrivaient le lendemain du séisme, le samedi. D'accord? d'accord. Donc, les clients ont souhaité annuler justement pour ne pas, c'était encore une fois pas tant par peur, mais le fait de ne pas venir le lendemain et avoir le risque de côtoyer tout ce qui venait de se passer et par respect. Ça, ce que j'ai totalement compris au lendemain du séisme. Et moi, en fait, l'agence a fait jouer l'assurance là-dessus.
Donc, les D'accord. clients ont été remboursés. D'accord? D'accord. Maintenant, on est à une semaine du séisme parce que ce que disent les contrats normalement, c'est qu'il y a une annulation ou un report possible s'il y a un événement grave survenu sur le lieu Oui. du voyage. Mais je crois qu'il y a un délai, c'est de 8 ou 10 jours, il me semble. Ouais. Si on peut me confirmer ça. Donc aujourd'hui, normalement, il n'y a pas lieu les assurances ne devraient pas rembourser, je pense. Après, c'est pareil, il y a le CETO, parce que nous aussi, on a des groupes qui arrivent là ce week-end. Et je sais que les TO, ils sont obligés de suivre les décisions du CETO. Et le CETO a décidé de proposer un report sans frais pour tous les départs qui devaient arriver jusqu'au lundi 18. Oui, bah, c'est ça en fait. Ouais, la Mais plupart, ça, c'est c'est pas ça. des Ouais. annulations, c'est un report. Et on est obligé Ouais. de En, l'accepter là pour le coup. Ouais. en tout cas, ce qui est important là durant ce webinaire, c'est plus de vous dire que comment est la situation sur place. Oui. Après, c'est vrai que ça a à voir avec directement votre réceptif C'est vraiment cas par cas. Ouais. et que vous puissiez en fait surtout donner des arguments à vos clients avant de commencer à parler des détails de l'annulation. Parce que les chances qu'ils soient face à ce drame-là une fois sur place sont quand même très faibles, même si ça n'enlève pas la gravité de l'événement et de la catastrophe humaine et matérielle. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sentiment sur place, et c'était certainement le dernier point qu'elle a abordé Christelle, des locaux sur place, qu'ils soient dans le tourisme ou non, à vraiment dire s'il vous plaît n'annulez pas votre voyage parce que le tourisme est un point très fort des ressources du Maroc. C'est un des principaux employeurs du Maroc, c'est un des principales ressources du pays avec l'agriculture, l'industrie et la pêche. Donc ce qui Et là, montre on est qu'en en pleine fait haute saison en plus. voilà, là on est en pleine haute saison et ce qui montre aussi que en fait pour les Marocains ce côté humain de leurs revenus, c'est de voir des touristes. Donc c'est vrai Oui, que bien sûr. c'est plutôt ça en fait qu'il faut garder de ce webinaire. Et il ne faut pas oublier que le Maroc a aussi vécu des moments assez durs, donc le Covid comme un peu tout le monde, des phases d'attentats. Etc. Donc c'est vrai que là c'est un vrai nouveau souffle. Il y a quand même des gros moyens qui sont mis pour le tourisme au Maroc parce qu'on y croit et surtout parce qu'on a besoin du tourisme en fait. Donc c'est ça en fait qu'il faut retenir et c'est pour ça que c'était important pour nous que vous compreniez comment est la situation sur place, où est-ce qu'elle est localisée et où est-ce qu'elle est normale en fait pour rassurer des clients, quitte à changer une ou deux étapes de l'itinéraire s'ils ne se sentent pas, mais sincèrement dans le pays c'est normal en fait, dans la rue. Alors, Et comme vous le disiez à FIFA également très justement, le Marocain est discret. Le Marocain est discret dans sa communication, est discret dans sa tristesse et il agit en fait. Il agit et c'est comme ça qu'en fait vous allez aussi pouvoir aider le Maroc et aider les locaux à agir. C'est avoir un discours comme ça qui est rassurant et on ne vous dit pas ça pour que le business augmente. En fait, c'est pas une question ici de voyage, c'est vraiment une question profonde. En fait, c'est que la culture est différente et sur place, le ressenti est différent. Et c'est malheureusement ce que peut pas transmettre un média, mais c'est ce que nous, on veut vous transmettre. Et c'est aussi pour ça qu'on est tous les 5 ensemble aujourd'hui pour parler de manière générale sur le Maroc. Donc, Alors, si j'en profite. est-ce que je peux ajouter quelque chose par rapport à... Ouais, on va faire assez rapide parce que je pense qu'il y Rapide, a pas tout le rapide. monde qui a beaucoup C'est de juste temps. pour vous informer que Marrakech abrite du 8 au 15 octobre prochain un très grand congrès mondial de la Banque mondiale et que ce congrès, il est maintenu, il n'est pas annulé et qu'il va avoir lieu. Donc, c'est un meilleur argument. Si nous avons des personnes du monde entier qui viennent, Marrakech, de toute façon, est surbooké du 8 au 15. Il n'y a pas une seule chambre de libre et c'est tout pris par le congrès. Donc, ce Exactement. congrès, il est maintenu et il va. Ça, c'est un très bon point parce que là, AFIFA évoque ce séminaire-là. Mais il y a également des charters complets qui ne sont pas annulés, des hôtels qui sont pleins. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas non plus risqué pour vous d'envoyer des clients sur place au Maroc. La situation est quand même sécurisée et peut-être des hébergements qui éventuellement auraient des risques au niveau de leur structure, eux naturellement sont fermés. Et dans tous les cas, c'est pas dans les villes, c'est pas dans les itinéraires qu'on vous a montrés que ces hébergements-là vont y être. Donc c'est vrai que c'est aussi d'une manière de vous rassurer, c'est-à-dire que vous n'envoyez pas
vos clients sur place dans un contexte qui est assez sombre, avec un manque de sécurité. Marrakech a déjà repris sa vie et Marrakech, dans quelques jours, aura ses hôtels pleins parce qu'on est en pleine haute saison. Et que ces Est-ce que personnes-là je peux faire, n'ont est-ce décidé de que pas je peux intervenir. faire, Laura, Oui, deux suggestions? ouais, alors on fait tes deux suggestions et je vous propose qu'on fasse un tour de table de 2 minutes. Préparez bien vos 2 minutes chacun pour que chacun puisse parler de l'association, de la raison qui défend pour lever des fonds, qui n'est pas l'objet de ce webinaire, mais c'est juste que pour que vous puissiez savoir aussi ce qu'on fait sur place. Et ensuite, on laissera les dernières questions. Si vous les avez déjà, mettez-les dans le chat. Comme ça, on va pouvoir préparer les réponses. Oui, donc j'avais deux suggestions à faire. La première, j'encouragerais les agences à organiser, par exemple, pour des clients qui sont dubitatifs, à proposer une petite réunion tripartite avec l'agence locale, avec le réceptif par visio, où le client a une chance de pouvoir poser ses questions un peu de détail, être rassuré par quelqu'un qui est sur le terrain. Ça, c'était ma première suggestion. Ma deuxième suggestion, ce serait peut-être d'avoir un discours très clair envers le client pour dire, voilà, alors soit de vous, soit de votre réceptif est à vérifier avec chacun des prestataires l'état de la situation du prestataire et donc tous vos hébergements, vos chauffeurs, vos transports, etc. On peut vous confirmer, on vient de le vérifier, sont opérationnels. Bon, un truc très concret par rapport au programme qui a été envisagé pour le client. Parfait. Alors, on va faire rapidement un petit tour de table pour que vous sachiez ce que chacun soutient. Je vous demande juste qu'on se fasse assez rapidement quand même pour chacun. Donc, je prends la parole. De mon côté, sur mes actions sur place, moi, je suis plus sur des actions d'urgence avec 2-3 villages en particulier où j'ai personnellement un ami qui a perdu 17 membres de sa famille, donc qui est sur place, qui est en train d'aider ce village. Et là, je suis vraiment en train de gérer de l'urgence. Et l'urgence avant-hier, c'était d'amener de la nourriture fraîche. Hier, c'était ramener des matelas. Et là, on est sur ramener des chaussures et des habits parce qu'il commence à faire froid le soir. Donc voilà de mon côté. Et c'est pour l'instant une action qui est à titre personnel. Donc je reçois les fonds personnellement et je les donne tout de suite et le lendemain le camion part avec les affaires. Voilà, je passe la parole. Alors, donc nous, pour notre part, avec l'agence, on travaille avec une association qui est l'association des guides de l'Anti-Atlas. Et en fait, eh bien, dès le dimanche, ils sont partis, ils sont formés au secourisme, hein, aux premiers soins. Donc, ils ont été formés notamment par les pompiers corses. Donc on aide ces guides secouristes à accéder aux villages dont les routes et les accès ont été coupés. Donc, ils ont les cordes, ils ont les baudriers, ils ont tout ce qu'il faut, tout le matériel. Ils arrivent dans ces villages-là, ils assurent les premiers soins de secours. Ils emmènent des vivres, ils emmènent des médicaments, ils emmènent des denrées non périssables. Donc voilà, des produits d'hygiène, tout ce qu'il faut en attendant que les accès réouvrent. Et encore hier, il y a un on a été aidé par un hélicoptère d'une grande ONG qui est venu pour secourir une femme qui était dans un état grave. Et ils ont amené également un médecin maintenant qui suit nos guides secouristes dans ces villages sinistrés. Donc voilà les actions qui sont menées pour le moment. Et puis après, là, on gère l'urgence et après, il faudra penser à la reconstruction des habitations pour les familles qui ont tout perdu, en fait. Voilà. Afifa, tu veux prendre la parole? Oui, oui, je voudrais bien prendre la parole. Donc, bon, comme je n'ai pas d'écran, je ne me vois pas. Donc, est-ce que vous me voyez, vous? Parce que moi, je ne me vois pas du tout. Oui, on te voit, on t'entend. Tu as 2 minutes, top chrono. Voilà, je vous donne mon sourire pour l'énergie. Bon, moi, je défends l'association Club Sœurs Optimistes Marrakech et l'association pour la scolarisation de la jeune fille rurale. C'est dans la continuité. Nous existons depuis 2000, depuis 2000. Ça fait 20 et quelques années que nous existons. Nous, la cause rurale, nous la défendons à longueur d'année pour l'autonomie de la jeune fille et de la femme, pour l'eau, pour la scolarisation. Donc, c'est toute l'année. Hein, c'est toute l'année, c'est pas uniquement. C'est pour ça que notre élan qui
qui a été tout de suite et spontanée le lendemain du séisme, parce qu'on connaît très bien ces régions-là. Et nous avons un foyer pour la scolarisation de la jeune fille rurale. Nous regroupons 200 filles par an, nourries, logées, avec des cours de soutien pour justement éviter qu'elles soient soit mariées en mariage précoce, soit remises comme une petite bonne, soit etc. Actuellement, après les premiers soins que nous avons donnés et la nourriture que nous avons donnée, nous sommes passés effectivement à la couverture, au matelas et au toit. Et aujourd'hui, notre mission tout de suite et aujourd'hui, c'est de récupérer tous ces jeunes enfants qui sont dans la rue, qui n'ont plus de parents, puisque nous travaillons en collaboration avec d'autres associations comme l'orphelinat de Marrakech, comme l'Enfance Espoir de Marrakech, où nous sommes membres actifs. Il y a une confédération d'associations à Marrakech qui se constitue autour de ça. Et comme je vous dis, bon, on ne fait pas beaucoup de bruit parce qu'il faut agir. Il ne faut pas parler, il faut agir. Voilà, en gros. La scène, si tu es là, Oui, tu peux prendre également la parole. Vous entendez? C'est Oui, on bon? t'entend bien. Oui, c'est bon. Voilà, donc bonjour à tout le monde. Donc, personnellement, je suis à Ouarzazate maintenant, hein, donc le moment de séisme aussi. J'étais à Ouarzazate. Donc, c'est vrai, c'était un tremblement qu'on a senti. Tout le monde est sorti, tout le monde a passé la nuit dehors. Mais je vous confirme, pour le moment, c'est comme rien été passé. C'est vrai que, comme vous avez expliqué, c'était en montagne. Les petits villages entre Amazmiz et Taïwan, c'est là vraiment, vous avez déjà expliqué tout ça, c'était bien clair. La route du Tishka, c'est ouverte. Moi, j'étais à Isbel Hattou il y a 2 jours. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques casbahs il y a des fissures, mais ça bouge, il y a des touristes, il y a rien à craindre. Il y a quelques hôtels qui sont fermés pour les refaire, comme Ayrondai et d'autres. Mais en général, il n'y a rien dans le sud-est du Maroc, Ouarzazate, vers Zagoura, vers le Merzouga, etc. Vous avez déjà expliqué ça. Pour l'aide, moi personnellement, à titre personnel, on travaille, bon, il y a des propositions de nos clients qui nous proposent d'envoyer un peu d'argent, mais agir euh, pas au cadre une grande association, mais une petite association dans un village à côté de Kemden qui s'appelle le village Agadir. Donc, un village Agadir, et c'est un petit village, ce n'est pas Agadir le Grand, mais il est juste à côté de Kemden. Donc là, il y a le cuisinier et le muletier. Donc, il n'y a pas de temps pour vous expliquer un petit peu, pour vous donner un peu ce qu'on avait un groupe la nuit de séisme dans le Toucan. Ils ont passé la nuit au refuge, à côté du refuge du Toucan. Donc, ils ont vécu une nuit un peu terrible, mais heureusement, heureusement que l'équipe, elle était vraiment bien formée, surtout le guide et les muletiers. Donc, l'intervention, elle était parfaite. Comment ils ont appelé les gens pour les mettre dans un endroit, un abri, etc. Le jour après, la façon de les faire descendre et arriver à Emily, la route est coupée. Donc là, le guide a agi pour remarcher 10 km pour arriver à Emily. Donc ça, c'est une suggestion. Il faut que l'équipe sur place soit bien formée. Les guides, muletiers, cuisiniers, pour intervenir dans ces cas, dans les cas des catastrophes. Merci, voilà donc c'est ça ce que j'ai en général. Voilà. Merci Lassane, et on va passer à ce que soutient Luc, et ensuite il commence à y avoir des questions donc, pour pouvoir y répondre. Oui, merci Laura. Alors, je viens de mettre dans le chat le lien où on peut trouver l'action que j'ai entreprise ici. Donc, moi, je vis à 35 km au nord de Taroudan, dans une zone qui est très fortement touchée, au pied des montagnes. Dans les villages à côté du mien, on a 16 morts, c'est-à-dire qu'il y en a pratiquement autant qu'à Marrakech tout entière. Dans le nôtre, on n'en a qu'un. Dans mon village, bon, moi, je vis dans une maison traditionnelle en terre et en pierre. C'est une maison d'hôtes et c'est la seule qui est encore debout, entière aujourd'hui.
les 25 maisons autour de moi, mes voisins, etc. Bon, il y a un peu d'émotion, je suis désolé dans ma voix, mais ils sont à moitié effondrés. Alors, j'ai mené cette action qui s'appelle l'Action Mentaga, qui couvre en fait des besoins qui ne sont pas couverts. Et nous les allons faire immédiatement. J'ai déjà reçu énormément de fonds, notamment grâce au soutien de l'association Respire, le tourisme de demain, qui me soutient à 100%. Et les deux besoins donc, que j'ai identifiés suite à ma visite d'une vingtaine de maisons, je vais encore en faire une dizaine tout à l'heure, de maisons donc touchées. Le premier besoin que j'ai identifié immédiatement, qui n'est pas couvert, c'est simplement l'argent de poche. Ces gens, en plus, souffrent doublement puisqu'ils ne peuvent même pas travailler. Donc, OK, ils reçoivent de l'alimentation en masse, les couvertures laitantes arrivent progressivement, mais par contre, ils n'ont même pas de l'argent puisque ces gens n'ont jamais de l'argent de côté, de toute façon. Donc, pour acheter, par exemple, une recharge de téléphone et être en contact avec leurs proches, par exemple, ou s'acheter un paquet de cigarettes pour passer leur nerf. Deuxième besoin que j'ai identifié, c'est à l'unanimité des gens que j'ai rencontrés, c'est un besoin de reconstruire très rapidement avant l'arrivée des premières pluies. Et j'ai compris qu'en fait, ils étaient capables de se construire deux chambres et une cuisine, que ça leur suffisait pour toute leur famille en l'espace de 1 mois, avec une somme d'environ 2000 euros. Je pense pouvoir rapidement couvrir et aider une 25 maisons dans ce village. J'adorerais tellement pouvoir dupliquer cette initiative pour les autres villages. Malheureusement, mes moyens sont limités, mais si vous avez la possibilité de relayer cette action dans votre entourage ou chez vos clients, ben, l'argent va aller directement dès cet après-midi. Nous allons commencer à le distribuer avec ma femme Afida, à tous ces gens voilà, qui acceptent d'être aidés, mais ils le souhaitent tous parce qu'ils veulent vraiment ne pas dépendre de la décision du roi, de l'argent, mais quand va-t-il arriver, puis sous quelles conditions, etc. Eux, ils veulent se mettre au boulot tout de suite. Merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si Laura a peut-être été déconnectée, mais peut-être que Okay, alors, Christelle, oui, donc, Luc ou Afifa, vous pouvez peut-être répondre aux questions. on va passer aux questions-réponses si vous avez des questions. Il y en a certaines qui ont été déjà posées dans le chat. Alors, je remonte un petit peu. On avait une question de Florine. Ma question, j'ai un groupe de 12 personnes qui part fin octobre, 5 nuits à Marrakech, avec excursion prévue, donc en 4x4 dans le plateau du Kik, Vallée d'Asni, Moula Ibrahim. Est-ce que ce sont des zones qui ont été très touchées? Et est-ce qu'à Essaouira, il n'y a aucun risque non plus? Alors, peut-être à FIFA ou au Larsen Oui, qui font des je treks. peux vous, Sur Essaouira, il n'y a aucun risque. Hein. voilà. Alors, je peux vous répondre par rapport à… Alors, Asni-Virgan, non, c'est la zone, c'est l'épicentre, c'est ce qui a été touché. Le plateau du Kik, oui, j'y ai fait déjeuner mes clients lundi dernier avant qu'ils puissent rejoindre la France mardi. Rien n'est touché, tout est impeccable. Mais Asni-Virgan, surtout Moulay Ibrahim, c'est la Zaouia de Moulay Ibrahim qui est touchée. Non, Moulay Ibrahim, non, le Virgan, non, toute sincérité, cette région, il faut l'éviter. Mais le plateau du Kik et la vallée de l'Ourika, aucun souci. N'hésitez surtout pas, donc, si vous avez encore des questions. On prend encore un petit peu de temps pour y répondre. Mais en tout cas, ça me paraît être. Je pense qu'on a couvert quand même bon nombre de points. Et je vois pas forcément d'autres questions. Peut-être si vous avez une dernière chose à rajouter de votre côté. Oui, ici Pascal de destination.ch, vous m'entendez? On vous entend très bien, Pascal, allez-y. Voilà, bon, nous, on a un groupe très important des clients VIP, et ça, Christelle le connaît. Hein. C'est un groupe qui arrive le 30 septembre à Tanger pour un séjour d'environ 3 semaines. J'ai regardé l'itinéraire. Apparemment, il n'y a aucun problème du début à la fin. Ceci dit, notre rôle, c'est de convaincre le client de voyager. Ça, tout comme vous, le message est clair.
certains sont trop influencés, je dirais, pollués par les médias en cas de report, dans le pire des cas, parce qu'aujourd'hui, on a tous les arguments pour maintenir ce groupe. Dans le pire des cas, est-ce qu'un report, un avoir sur une autre période est envisageable ou pas? Ah, j'entends plus. Ouais, Alors, j'ai écrit. Ah. je crois qu'on a eu quelques personnes qui sont parties, déconnectées. Du coup, si j'ai bien entendu, c'est la question du report, c'est ça? Oui, le report, hein, dans le pire des cas. C'est un départ le 30 septembre. C'est vrai que c'est dans 2 semaines. Oui. Alors, les moi, indicateurs sont verts, mais Alors, vous savez, le je sais- client, c'est parfois Ouais, bien compliqué. sûr. Alors, je sais pas qui est. Bon, il faudra bien sûr voir avec votre réceptif directement. C'est Christelle, Moi... oui. Ah, bah, c'est Christelle. Bon, bah, voir avec elle Merci. directement. Bah, voilà, donc je vais pas trop intervenir là, les sorties. Ouais, bien Peut-être sûr. aussi revoir l'itinéraire et être sûr que l'itinéraire ne passe pas par des zones sinistrées ou des zones encombrées. Et si c'est ça, il faut vraiment avoir un discours convaincant, surtout pour un groupe comme celui-ci, en fait, pour leur dire que sur place c'est bien et peut-être avoir un appel avec Christelle justement pour avoir ce côté rassurant. Et c'est aussi un peu ce que les médias à l'international commencent à montrer comme image, c'est qu'en fait la vie a repris assez vite. Donc voilà, et c'est important, je pense, de prendre du temps sur la carte, comme l'a très bien conseillé Luc, de prendre la carte et de faire tous les points de passage pour montrer en fait que ça ne passe pas par ces zones-là. Et je pense qu'avec ça, ça fait déjà pas mal d'arguments pour convaincre les clients. C'est clair, c'est clair. Je vous remercie. En tout cas, bon courage aussi, parce qu'on sait que c'est pas facile de convaincre des clients après ce genre d'événement. On commence à avoir de bons arguments maintenant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Damien? Parce que moi, je ne vois plus le chat. Alors, non, je ne vois plus d'autres questions. Ça m'a l'air d'être plutôt clair pour tout le monde. Ok, d'accord. Plus grand-chose. Ben, merci beaucoup à Together de nous avoir ouvert cet espace. Merci Damien. Si quelqu'un a besoin de la carte en Together là, donc n'hésitez pas à contacter Together ou à contacter un de nous 5, votre réceptif. On reste à disposition. Merci de votre présence et à très bientôt au Maroc. Merci à tous. Je vous enverrai le replay très prochainement. Et je vous remercie d'être venus. Merci. Merci à vous. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.